cette coupole almoravide est vraiment le début de cette nouvelle ère. Vous savez maintenant, au Maroc, il y a vraiment une tendance de folklorisation de notre patrimoine. Je vois beaucoup parler dans vos livres de patrimoine vivant, patrimoine monumental. Et pour moi, personnellement, le meilleur moyen de sauver aujourd'hui le patrimoine, c'est de... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archetype Podcast. Madame Saad, bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Sharaftina. Merci également. À vous. Salah. Merci. Madame Saad, vous êtes architecte, vous avez étudié à Paris. Oui. Vous vous êtes spécialisée en urbanisme et après vous vous êtes intéressée à la ville de Marrakech. Oui. Une ville très intrigante sous plusieurs aspects. Donc avant de commencer à parler de ce sujet, à votre parcours, oui. Des détails, comment vous êtes tombé sous le charme de la ville. Bien, donc j'ai étudié à Paris, à l'école des Beaux-Arts, et j'ai fait d'autres formations dans l'urbanisme et la géographie. Et donc je me suis installée à Marrakech, effectivement. Et j'ai ouvert mon cabinet en 1985. D'accord. Et j'ai eu la chance, justement, d'avoir une première étude, puisque j'étais architecte, donc je faisais de l'architecture, j'avais un cabinet d'architecture. Mais j'étais aussi un bureau d'études, puisque j'étais urbaniste et géographe. Et donc, je participais à des grandes études avec le ministère de l'Habitat de l'époque. Et c'est comme ça, dès le début, j'ai pu obtenu l'étude de la sauvegarde de la médina de Marrakech. Et c'est comme ça je me suis vraiment, disons, intéressée à la médina de Marrakech et avec ce plan de sauvegarde. Déjà, un plan de sauvegarde, pour les gens qui nous regardent, ça consiste en quoi? C'est-à-dire, quels sont les éléments, quel est son but? Et en quoi sauvegarder notre patrimoine, c'est quelque chose qui est désirable pour nous. Voilà, donc c'était une grande étude de sauvegarde, puisque d'abord il fallait faire un diagnostic, parler de la problématique générale, etc. Donc comme c'était une très grande médina, donc c'était un travail colossal, mais je suis vraiment rentrée dedans parce que j'étais passionnée à l'époque. Et vraiment, j'ai fait une étude très, très poussée avec des enquêtes sur le terrain et tout ça. Et en même temps, j'étais passionnée et avec tout ce que j'apprenais, bien que je suis née à Marrakech, je connais bien la ville. Mais une nouvelle façon de voir. Cette nouvelle façon avec un œil d'architecte, d'urbanisme, d'urbaniste, c'était autre chose. Donc, ça a pris combien de temps cette sauvegarde pour la médina de Marrakech? La médina, pratiquement 2 ans. 2 ans d'études que j'avais obtenues avec le ministère de l'Habitat, qui à l'époque dépendait du ministère de l'Intérieur. C'était une filiale. Voilà, voilà, dépendait directement. Et là, je fais coucou à mon ami Bousfeha, qui à l'époque était lui directeur de l'urbanisme. Et à l'époque, il avait dit je veux donner cette étude à une femme, puisque j'étais la seule femme qui soumissionnait. Et donc, aujourd'hui, je rencontre cet ami souvent. On fait un projet ensemble sur Marrakech. Et je voulais aussi vous poser la question sur votre virage du cabinet d'architecture vers le travail associatif et du coup la création de Tourat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition? Comment c'est fait? En fait, c'est pas un virage, c'est juste... C'est une continuité. Une continuité, exactement, puisque je continue mon cabinet d'architecture. Ah, d'accord. Je suis toujours... je participe toujours à des concours, je fais des projets d'architecture.
J'ai toujours mon cabinet aussi du bureau d'études, puisque je continue à faire des études D'urbanisme. d'urbanisme, de Des plan plans d'aménagement, d'aménagement. notamment de ASFI, je pense. Et Exactement, Mhm. j'ai fait la ville de Safi, j'ai Safi. fait donc plusieurs villes et donc voilà, et l'association, Mais votre travail associatif, votre travail donc pour, de patrimoine et sauvegarde, ça a commencé en 2001, c'est ça? oui, ça a commencé, C'est je vous là. dis, dès Ouais, le début pratiquement de mon cabinet, j'ai pu donc obtenir cette étude de sauvegarde d'accord. de la Médina de Marrakech. Et après, j'ai eu d'autres études. C'est moi qui ai fait le plan de sauvegarde de la Médina de Taroudant. Et puis après, bon, j'ai fait beaucoup de projets de restauration Mhm. dans la ville de Marrakech. J'ai fait notamment aussi le projet de la coupole Zévaco à Mhm. Oui, Casablanca. bien Donc sûr. Très bien. voilà, Bien sûr. et en fait, c'est plusieurs projets comme ça sur le patrimoine. Du coup, c'est une continuité, Voilà, et comme vous venez de surtout, dire. il y avait aussi tous les ouvrages que j'ai écrits, puisque Exactement, comme on Bien en j'étais sûr. parlera. voilà, comme j'étais passionnée de patrimoine, j'ai voulu vraiment approfondir certains thèmes. euh, et c'est comme ça que bon, l'association est venue pratiquement, c'était un aboutissement de toute cette réflexion sur Une le extension patrimoine. de Exactement. tous En les. parlant de patrimoine, euh, je vois beaucoup parler dans vos livres de patrimoine vivant, patrimoine monumental. Est-ce que vous pouvez brièvement nous définir ces deux termes et est-ce que c'est une complémentarité entre les deux, le patrimoine vivant, le monumental, ou comment ça marche? Voilà, ben, le patrimoine monumental, c'est tout le patrimoine bâti, en fait. C'est les murs, Ouais, le matériel physique. voilà le matériel physique, alors que le patrimoine euh, humain ou le patrimoine culturel, ça concerne vraiment tout le côté, c'est les pratiques, c'est les traditions, c'est les gens qui habitent, c'est tout ce qui est derrière. Mais je sais pas, moi, concernant le patrimoine humain, j'ai un petit exemple parce que j'ai fait une étude avec l'agence urbaine de Marrakech, qui est l'étude de l'Oukaï Meden. Mhm. Et là, si je vous parle de l'Oukaï Meden, ça vous renvoie à quoi? Ski, Ski, la tout neige. naturellement. Alors pour moi, Oukaï Meden, c'est ce qu'on appelle le patrimoine humain. Les gens ne le connaissent pas malheureusement. Mhm. Et en fait, c'est un site de transhumance Mhm. avec des richesses assez incroyables. Même l'entrée, comment les gens entrent dans ce site pendant la transhumance qui commence le 10 août. Mhm. Et même comment les gens rentrent est un patrimoine. C'est tout un cérémonial. Les gens viennent de deux sites, de l'Orica et de Riraya, et ils viennent et ils attendent le lever du soleil. Ils attendent toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Et dès le lever du soleil, ils rentrent en faisant des you-you. Ah, donc Et c'est tout un rituel. c'est tout un rituel, un cérémonial. Et après, tout le site, c'est un site de transhumance avec ses richesses patrimoniales, ses coutumes, en référence au grand patron de l'Okaïmdin, c'est divers, et avec toutes les danses de fiançailles, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un patrimoine humain Mhm. et qui est malheureusement très très mal connu. Exactement. Exactement. Et les gens vont skier et puis s'assiedent sur une gravure rupestre Mhm. qui date de millénaires avant Jésus-Christ. Ils ne savent pas sur quoi ils sont assis. Donc il n'y a pas une Et valorisation du. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de parler de notre patrimoine, de le faire connaître, Mhm. de le valoriser pour mieux le préserver. Et c'est ça justement toute notre démarche de l'association Torat. Mhm. C'est un peu parler mieux de notre patrimoine. Exactement. J'allais y venir, je voulais vous poser la question. Vous savez maintenant, au Maroc, il y a vraiment une tendance de folklorisation de notre patrimoine. C'est-à-dire que de l'extérieur, ce qui est vendu, c'est vraiment tout ce qui est zlige, tout ce qui est mosquée, vraiment des choses, pas forcément superficielles, mais vraiment des choses très folkloriques et pas vraiment des choses riches. C'est-à-dire, vous parlez maintenant de ces rituels de transhumance qui sont vraiment méconnus.
Et j'imagine qu'il y a beaucoup plus de rituels vraiment énormément qui sont vraiment méconnus. Mais comment vous voyez ce côté de marketing, si je peux utiliser le terme, de certains éléments du patrimoine marocain et d'autres qui sont vraiment méconnus? Oui. C'est-à-dire, vous savez, même, vous avez parlé de Zellij, même le Zellij, c'est pas connu. Bon, il y a des gens qui peuvent en parler, comme vous dites, d'une manière folklorique. Moi, par exemple, dans le livre que j'ai écrit, Palais Forteresse, j'ai 2 pages que je consacre au Zellij, comment il était travaillé pendant la période saadienne. Et c'est vraiment incroyable de lire parce que c'est le vizir de Mansour Debi qui parle et qui dit comment les artisans travaillent le Zellij à l'époque de Mansour Debi. Et il y a des choses très méconnues. Toute la technique, quand il parle, il dit ils travaillent le Zellij d'un seul tenant entre le mur et le sol, et il y a une continuité de tous les éléments qui constituent le Zellij et qui se poursuivent sur le sol, et c'est des techniques tellement incroyables qu'on se demande comment ces artisans travaillaient. Vous pensez qu'elles sont perdues maintenant, Oui. Oui, il y a des choses qui sont vraiment perdues. Il y a même, par exemple, dans le livre que j'ai écrit de Mansour Debi, même une certaine terminologie arabe, de certains noms, de techniques, même etc. les pièces de Zellij, j'avais récemment lu les livres d'André Pacard, et j'avais vu qu'il y avait chaque petite pièce a normalement sa terminologie. Par exemple, le vizir de Mansour Debi parle d'une technique. Moi, j'ai mis 3 mois pour savoir ce que c'était. C'est le menqar et le menjem. Et pour vous dire, même le terme est perdu aujourd'hui. Le menqar et le menjem. Et en fait, c'était une technique de bois, puisqu'on assemblait une série de petits morceaux de bois, sans clous, sans colle, etc. Et après, on faisait avec des coupoles assez extraordinaires. Et c'est une technique qui pratiquement est perdue aujourd'hui. Dommage. Et même on ne parle plus de menqar et menjeb. On n'en parle plus du tout, et ça, c'est dommage. Il faut même retrouver, même la terminologie, il faut la retrouver pour... Peut-être qu'il faut un dictionnaire. Il faut un nouveau dictionnaire, à mon avis, qui regroupe... On a, parce que dans ce livre, Mansour Debi, on essaye d'analyser ce que dit son vizir. Et on a mis parce que j'ai fait ça avec mon père, puisque c'est un... donc, il fait de la linguistique. Linguiste, exactement. Et on a mis 1 an pour pouvoir interpréter ce qui est dit dedans, parce que c'est toute la terminologie, il fallait la comprendre, et on a mis beaucoup de temps pour pouvoir comprendre ces techniques. Vous aviez les réelles lettres? On a le manuscrit. On avait un manuscrit ancien qui date de 16e siècle. Oui. Et on a pu avoir le manuscrit de la Bibliothèque royale. Mais ce manuscrit, c'est-à-dire qu'il fallait le déchiffrer aussi. Et on a mis beaucoup de temps. C'était comment cette expérience de travailler sur un manuscrit avec votre père notamment? Vraiment, c'était incroyable. C'était un bonheur parce que c'est un peu le rapport entre le linguiste et l'architecte. Et entre la fille et le père même. Oui, la fille et le père, mais ce qui était important, c'est que moi, je l'aidais à comprendre, parce que j'avais les plans, je connaissais toute la Kasbah, etc. Et lui, il m'aidait aussi en retour, et ça a fait vraiment une fusion. Et peut-être qu'on n'aurait pas pu déchiffrer ce texte s'il n'y avait pas ce binôme-là. Exactement. Un binôme d'un architecte et du linguiste. Exactement. Et voilà, ça a donné des choses, et on a pu vraiment... cette réinterprétation du texte d'El-Fechtali nous a permis de faire vraiment des découvertes au niveau du patrimoine, énormément. On a pu connaître de nouvelles choses, etc., dans l'histoire, et c'est très important.
À propos du sultan Mansour al-Taibi et son palais À Bziar. propos des constructions qui ont été faites à cette époque, le Fishtali, il a fait 20 pages. Et nous, on a essayé, moi personnellement, en tant qu'architecte, j'ai essayé après de faire des reconstitutions pour essayer de réinterpréter ce qui est Bien dit sûr, pour que ouais. les gens puissent comprendre mieux avec des images, des... Des coupes. Ils écrivaient en Voilà. Darija ou bien en arabe En Fosha, arabe, en arabe. arabe, en Il n'y a arabe, pas de... en arabe. Bien sûr. C'est pas n'importe C'est quel pas... arabe, hein. Ouais, Les gens étaient très bien érudits sûr, ouais. à l'époque. En même temps, les savants, ils avaient un peu de tout, ils connaissaient tout, l'astrologie, Exactement. ils étaient Il n'y avait pas de vraiment... spécialisation. Non, Ouais. et voilà. Et c'était vraiment un travail de détective avec la loupiole et tout. Oui, vraiment. Parce que c'est comme ça que je l'imagine. C'était un travail, Zama, c'était fascinant parce que des fois on n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'on ne comprenait pas. Et parce il a fait des détails très, 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 très perfectionnistes sur certains éléments techniques. Ouais. Par exemple, une coupole, il va parler une page sur la coupole. Ouais, comment elle a Et été pour réalisée. expliquer tous les détails techniques, c'est vraiment, ce livre de Fishtali était vraiment incroyable. Et Moi, je me demande toujours pourquoi il y a il y a cette notion de perdition qui se crée à travers les âges. Pourquoi, par exemple, nous, 400 ans après, on découvre ces manuscrits? Pourquoi il n'y avait pas une évolution oui. et une sauvegarde continuelle des, Alors d'abord, ce des écrits? manuscrit a été perdu. Ah, déjà. Donc, donc il a été écrit au XVIe siècle. Il y a quelques 18e siècle, il y avait des chercheurs arabes qui en parlaient, parce qu'il est très connu, ce manuscrit. Et d'un seul coup, il a disparu. Et au début du XXe siècle, il avait complètement disparu. Et on le retrouve à la Bibliothèque royale vers les années, comme ça, 1960. Donc c'est toute Mais une du coup, histoire. depuis 1960, jamais il n'a pu vraiment Être étudié. être étudié Ouais, comme il faut. ouais. Il y a eu une interprétation d'un auteur, mais c'était très, très mal expliqué. Très... Alors on a jonglé un peu entre le premier livre par les forteresses de Mansour al-Taibi et celui posé à droite, la Roupa de Marrakech, Al-Mouravid. On n'a pas parlé du miracle de l'eau. Ah oui. Donc, C'était le premier. C'est le exactement, premier. le patrimoine hydraulique de Oui, Marrakech. oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce livre-là, c'est un peu mon coup de cœur parce que c'est tous les bagages de cette étude que j'ai faite Pour la sauvegarde. pour la sauvegarde de la ville de Marrakech, puisque j'avais beaucoup d'éléments. J'étais très passionnée, je faisais des enquêtes sur les terrains, etc. Et après, donc, une fois que j'ai donné cette étude, on me confiait des projets de restauration sur la Médina et tout ça. Et j'ai pu avoir la restauration de la fontaine Chorbochouf, qui est une très, très belle fontaine à Marrakech, qui est saadienne, faite par le Mansour al-Taibi. Justement, donc tout est connecté. C'est connecté parce que c'était l'époque où il y avait des richesses incroyables au niveau architectural. Et donc, dans cette fontaine, j'ai voulu vraiment savoir comment l'eau arrivait à cette fontaine. Et je me suis battue pour savoir comment elle arrivait. J'ai commencé à faire tout le schéma. J'essaie de trouver les vestiges de cette eau. Et j'ai trouvé les maïdettes. C'est des petits regards normalement. Et j'ai commencé à suivre ces maïdettes, à les répertorier, à les suivre, jusqu'à arriver à la source de ces maïdettes. Et la source, c'était la grande citerne qui était au centre, je ne sais pas si vous la connaissez, à côté de la Roupa Al-Mouravid. Elle est à côté. Oui, elle est pratiquement mitoyenne de la Roupa Al-Mouravid. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, trouver justement cette centralité de l'eau comme ça au milieu d'un centre urbain, je me suis posé des questions sur l'étude que j'ai faite et je me suis dit, il y a peut-être des manques dans cette étude. Et je me suis dit, peut-être que je refasse une autre étude, mais en intégrant l'eau
comme un élément déterminant, Principal. Ce qui a donné... principal. Et je me suis aperçue que tout le tissu urbain, en fait, C'est un système hydraulique. suivait le chemin de l'eau. Ouais. Carrément. Et carrément, et donc il y avait une interaction vraiment très très importante entre justement l'eau et l'urbanisme. Et ça, il y a très très peu d'auteurs qui en Qui ont l'ont parlé, relevé, ouais. qui ont relevé. Et c'est peut-être, c'est ce que j'ai voulu en écrivant ce livre, mettre en valeur. Et après, j'avais énormément de documents que j'ai étudiés j'ai voulu un peu reconstituer tous les réseaux souterrains. Notamment, de- exactement, l'Irtara. les réseaux souterrains à l'intérieur du périmètre urbain, parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les Htara, sur le système hydraulique ancien, mais à l'extérieur de la ville. Jamais personne n'a parlé vraiment De l'intérieur, ouais, le du réseau. qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de la ville. Au-dessous de nous. Et en fait, j'ai comparé avec beaucoup de villes arabo-musulmanes parce qu'on sait qu'il y avait un modèle qui était unique en fait. Il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient dans plusieurs villes, notamment les villes de la Mecque, de Médine, etc. Et je me suis rendu compte en fait que la grande mosquée, était en fait c'était en fait la gardienne de l'eau. D'accord. Et à force d'étudier des exemples à travers plusieurs pays du monde arabe, je me suis rendu compte que toutes les mosquées, les grandes mosquées arabes, avaient des citernes dans la cour de la mosquée, des citernes d'eau. Et en fait, tout l'eau qui va arriver de la montagne va être acheminée jusqu'à cette citerne. Et de là, on pouvait distribuer à travers faire des une réseaux. distribution à travers des réseaux. Et c'est pour ça qu'en fait, la grande mosquée était toujours au centre de la cité. Ouais. Et on avait des schémas, comme ça au niveau urbanistique, on avait des schémas radioconcentriques, où la mosquée était au centre de ce schéma. Et après, il y avait les résidences, etc. Il y avait les jardins à l'extérieur, parce que voilà, et c'est tout un schéma qui était... Et Marrakech ne déroge pas à la règle. Donc la Koutoubia est là. En fait, la Koutoubia, c'est un deuxième centre. Ah, donc il y a un centre principal. Parce que le premier centre, c'est le centre almoravide, c'est la création de Marrakech. Oui. Et donc avec tout ce système radioconcentrique, avec la grande mosquée au milieu. Mais après, il y a d'autres dynasties qui arrivent et qui recréent d'autres quartiers, d'autres centralités, et qui recréent le même schéma. Ils recréent la grande mosquée, la citerne dans la mosquée. Ils amènent une autre tara, parce que la première tara, elle va justement... elle desservait du coup, quartier. ils délaissent les réseaux anciens. Pas délaissés, c'est-à-dire que les réseaux anciens vont continuer à marcher parce qu'il y a un quartier qui est encore vivant. Mais pour recréer un autre quartier, on va reproduire le même système hydraulique. On va trouver une autre source d'eau. On va l'amener à 40 km sous terre. On va reconstruire une autre citerne d'eau. Et on va acheminer l'eau. Voilà. Mais le terme Htara, en soi, ça désigne quel élément en particulier? C'est-à-dire le puits ou la connexion le Htara, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, ok. C'est l'ensemble. C'est le système. En fait, c'est le système. Ouais. C'est tout le système qui donc voilà, en fait, c'est toutes les galeries drainantes qui amènent l'eau. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, tout ce système était un système importé, en fait. Ah, c'est pas... Importé parce que dès l'époque almoravide, il y avait une grande influence orientale. Et on sait que, par exemple, la Mecque, il y avait un réseau hydraulique assez incroyable. C'était Zoubida, la femme de Haroun Rachid, qui a construit tout
donc tout ce système de Khtara à l'intérieur pour amener l'eau à la Mecque. Et à 70 km environ, elle a Ah, amené l'eau. c'est la plus longue. Impressionnant. Énormément. Ouais. Énorme. Marrakech, c'est le rayon, il s'étend vers combien? 40 km. 40 km. Donc c'est assez impressionnant. Oui, 40 40 km. km. Et en fait, il y avait les gens qui construisaient ces Khtara, ils s'appelaient Al-Muhandis. Al-Muhandis. Ouais. On les retrouve en Iran, on les retrouve dans tous les pays arabes, on les appelait Al-Muhandis. Et en fait, c'est en même temps des gens qui construisent le système hydraulique et en même temps qui construisent les bâtiments en terre. Ouais. Ils sont spécialistes Dans les deux. de l'eau et de la terre. De la terre, ouais. Donc, Alors, plus concrètement, ce travail de la sauvegarde, de connaître comment les techniques anciennes marchaient, est-ce que ça pourrait aider maintenant face aux défis climatiques que Marrakech, notamment, il fait face à, c'est ce changement climatique, ce stress hydraulique de la ville. Est-ce que le fait de revisiter ces techniques anciennes pourrait aider peut-être la restauration de toutes les Khtara? Est-ce que ça pourrait aider de rafraîchir la nappe phréatique de la ville? Pour des petits projets, dans des oasis, mais le système en lui-même, parce qu'il y a ce qu'on appelle les petites Khtara, qui vont amener l'eau d'un point à un autre. Ça, c'est facile. Ça peut se faire. C'est pas quelqu'un qui a un terrain très important, il peut le faire. C'est juste déplacer l'eau d'un point à l'autre de la nappe phréatique. Mais là, dans ce dont je parle, moi, c'est les grandes Khtara, ouais. et qui amènent l'eau de la source. Ah, donc c'est... Qui amènent l'eau de la source et qui nécessitent une technicité très, très grande. C'est des mathématiciens, c'est des ingénieurs de l'eau qui vraiment calculent le débit de l'eau d'une manière très, très détaillée et c'est des choses qui sont complètement perdues, quoi. Et puis, ça demande une main-d'œuvre assez colossale, quoi. Si on a fait les Khtara de Marrakech, c'est parce qu'il y avait des prisonniers de guerre, au moins 40 000 prisonniers qui ont travaillé sur ces Khtara. C'est comme on disait les pyramides de l'Égypte, est-ce qu'on va les reproduire, les pyramides de l'Égypte, au niveau concept, au niveau technique, au niveau main-d'œuvre, au niveau... Après, il y a tout le côté de l'entretien. On sait qu'à Marrakech, il y avait tout un quartier que de ce qu'ils appelaient les gens qui entretenaient les Khtara. Donc, et puis c'est tout un système qui est derrière de gestion. Il y avait le tribunal de l'eau, il y avait tout un système qui était derrière. Et c'est dire qu'on va recommencer la même chose pour des Khtara longues, pour amener l'eau. Déjà, pour trouver la source, c'est des choses que ne peut connaître que des grands techniciens. C'est pas donc pour trouver l'eau de la source. Les systèmes hydrauliques d'aujourd'hui sont nettement plus performants face à... On retrouve peut-être une obsolescence de ces systèmes de Khtara. Je ne sais pas, il y a aujourd'hui l'autoroute de l'eau qui vient d'être créée au Maroc et qui peut-être qu'elle s'inspire un héritage. C'est un héritage de ça et c'est d'ailleurs assez extraordinaire ce qui est en train de se faire au Maroc de cette autoroute de l'eau, parce que ça va permettre d'équilibrer en besoin d'eau du nord au sud. D'une certaine manière, c'est l'évolution des Khtara. Je pense que c'est quand même... d'un ordre national maintenant. Exactement. Mais je pense que pour les petites oasis qui ne nécessitent pas des très grandes technicités, c'est encore possible au moins de réhabiliter les réseaux, au moins de pouvoir sauver quelques oasis du manque d'eau. Donc la question que je voulais poser, on a parlé de Mansour Debi, on a parlé du miracle de l'eau, il nous reste maintenant Qubbat al-Mourabitin, et vous parliez de l'énigme de Qubbat al-Mourabitin, parce que si je ne me trompe pas, elle était enfouie jusqu'à récemment. Je pense que c'est 20e siècle, 19e siècle qu'elle a été retrouvée.
1950. Et c'était l'une des dernières, si ce n'est Oui, la seule structure pratiquement, almoravide oui, qui pratiquement. reste. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette énigme? C'est vraiment Il faut lire le livre. faut lire le livre. On termine l'épisode. Faut lire Faut lire le livre. l'énigme. En fait, le livre, c'est un peu l'aboutissement de toutes les questions que je me pose. Oui. Parce que quand je fais des études, je me pose des questions. Mhm. Et puis, il y a des choses qui me semblent très, très floues Mhm. dans l'histoire. Et je me dis, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce dernier livre, parce que c'est là où on va retrouver toutes les questions que je Ouais. me pose, et notamment sur cette période almoravide, parce que la période almoravide est pratiquement méconnue. Elle est très obscure, il n'y a pas de... Pratiquement méconnue Mhm. parce que les Almohades Tout détruit. ont pratiquement tout détruit, et peut-être ils ont même détruit même le souvenir Ouais, des les Almoravides, et c'est pour ça que Retrouver cette coupole, c'est... voilà. Et puis aussi sur celui qui a créé Marrakech, Mhm. et qui est Youssef Bentachvili. Bentachvili. C'est un ensemble de questions que je me pose, et qui sont en fait pertinentes. Bon, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais parce que personne ne les a posées. Et on dit que, en fait, cette roupa almoravide, c'est clair qu'elle appartenait à la mosquée. Ah. Que c'était un élément de la mosquée almoravide. Maintenant, dire est-ce que c'est la mosquée construite par Youssef Bentachvili ou la mosquée construite par Ali ibn Youssef. Oui. Ouais. Et là, donc, il faut lire le livre, quoi. Je donne des hypothèses, mais bien sûr construites sur des choses qui existent, et aussi des comparaisons, parce que moi, je suis persuadée qu'en fait, à l'époque almoravide, et surtout sous l'époque de Youssef Bentachvili, il y avait une grande influence avec l'Orient. Ouais. Et cette roupa, en fait, quand on va analyser, bon, on est architecte, mais quand on va analyser tout ce qu'elle apporte de nouveau comme technique, comme éléments architecturaux, on se rend compte qu'en fait, c'est les débuts de toute l'architecture de l'art maghrébien. Ouais. Et que cette coupole almoravide est vraiment le début de cette nouvelle ère. Ouais. Et tout ce qu'elle a amené était en grande partie venu d'Orient. Ouais. L'arc en ogive, le maqarnas, tout le dôme qui n'existait pas. C'est des choses complètement nouvelles. Et puis surtout, j'insiste sur un élément qui est très important, c'est la construction en briques. Et donc, j'explique, et en même temps, je fais des analyses, je fais des comparaisons avec ce qui est fait en Andalousie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plus de l'influence andalouse qu'orientale. Ouais. Alors qu'en fait, il y a une partie où il y a des influences andalouses extraordinaires, avec toute leur richesse, etc. Mais il y avait aussi ces influences orientales un peu méconnues, disons, moins connues, et que je cherche de mettre en lumière. En avant, en lumière, et notamment la construction en briques, qui, au XIIe siècle, va faire sa réapparition au Maroc. Oui. Et même parce qu'elle n'existait ni en Andalousie, ni... Bon, c'est des techniques très anciennes qui datent des Romains, mais qui ont été perdues au fil du temps. Et c'est au XIIe siècle qu'elles vont réapparaître. Et où elles vont être réintroduites à Marrakech. Oui, par le biais des inspirations de l'Orient. Des inspirations de l'Orient. Et là, on va voir des techniques mais tellement sophistiquées qu'on va dire c'est pas possible. C'est des grands mathématiciens,
C'était génie, nos ancêtres. C'est du génie. C'est une équation mathématique tellement elle est bien étudiée. Et c'est ce que j'explique. Comment on a pu, alors que les Almoravides étaient des nomades nouvellement sédentarisés, Ouais. comment ils ont pu construire avec cette technique assez extraordinaire de la brique pour la première fois. Et j'explique, et en fait, j'explique, parce que quand on parle de la mosquée qu'a construite Youssef Ben Tachfine, il y a l'appellation qu'on retrouve chez les historiens partout, c'est Masjid al-Taub. Mhm. Et comment les historiens ont interprété? Ils ont dit une mosquée en boue. Ah, alors En que adobe. Taub, c'est la maçonnerie normalement. Alors que c'est... Ouais, et, c'est les et- briques. et tout le monde est parti sur là, en disant « Ah, c'est de la boue, donc Youssef Ben Tachfine a construit la mosquée, et après, elle est tombée en ruine, et puis on ne sait même plus où elle est, et ceci et cela. » Alors qu'en fait, quand on dit « Masjid al-Taub » et que le terme existe, n'est pas parti, l'appellation est là. Arrête. C'est parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque. Oui. Cette Je vois, réintroduction de la mosquée. C'était une nouvelle technologie Une principalement. nouvelle C'est technologie comme ça qu'on et la nomme par sa technologie. qui est restée en mémoire. Parce que si c'était juste en bout, ça ne serait pas resté. Ouais. C'est des techniques tellement courantes, ça ne serait pas resté. C'était de l'adobe, c'était des... L'adobe, c'est de la boue, mais la brique cuite, C'est la brique cuite, d'accord. Mais avec toute la technologie, des arcs en brique pour la première fois. Des arcs porteurs en brique pour la première fois. C'est On dit qu'il y comparable avait à... beaucoup de morts. Hein? On dit qu'il y avait beaucoup de morts en essayant de trouver la bonne technique pour créer des arcs. Il y avait des morts. Ouais, c'est ce qu'on dit, pas moi. c'est des mythes. Et franchement, je crois qu'on n'a pas suffisamment étudié tout Notre patrimoine. notre patrimoine. Et moi, je me dis, notre devoir, si aujourd'hui j'écris ce livre, C'est principalement pour mettre en lumière pour ces... mieux parler de notre patrimoine, peut-être mieux parler de notre histoire, pour mieux la communiquer à nos enfants, à la génération future. D'accord. Et c'est un ensemble de questions, vous verrez si vous lisez le livre. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de le Bien lire. sûr, Bien bien sûr. sûr, J'ai bien envie sûr. de le prendre maintenant, le Mais il livre. faut le lire. Bien sûr. Alors, on passe... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en Ouais. fait, et je me suis aperçue que cette repas avait un lien direct avec l'eau. Ah, donc, encore une fois, Encore une fois, une c'est trilogie. Tout est lié. c'est l'eau, le sacré et l'architecture. Ouais. Et c'est ce que j'ai développé dans mon premier livre, Le miracle de l'eau. Et là, disons que cette repas almoravide, elle va symboliser tout ce lien-là. Le lien entre l'eau, la culture et le sacré. Et le sacré. Parfait. Et on va trouver les mêmes repas construits dans la mosquée Al-Haram, la mosquée à Médine, à l'intérieur de la mosquée, dans le Sahel, cette repas exactement avec les mêmes Dimensions, les mêmes... dimensions, les mêmes thèmes, le même sacré, le même... Exactement. Vous pensez qu'il y a d'autres vestiges almoravides enfouis sous terre à Marrakech? Vous espérez? Je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. Parce que ce que je dis, c'est qu'en fait, les Almohades, quand ils ont détruit la mosquée almoravide, ils n'ont pas détruit cette repas. Ouais, justement, pourquoi? Et il y avait des inscriptions à l'effigie de Ali Ben Youssef, le roi, etc. Ils ont martelé ces inscriptions. Ils ont enlevé, ils ont gardé la repas. Et pourquoi? Pour qu'elle leur Lisez appartienne. le livre. C'est la meilleure publicité. Non, mais c'est vrai, ça donne Ils l'ont envie. gardé parce qu'elle représentait quelque chose de sacré. Et ce qui était le plus sacré, c'est l'eau. Et c'est cette ressemblance avec comment était couverte l'eau de Zemzem. Ça part loin. Ça part loin. Ça part très, très loin. Il faut vraiment voir. Et je pense que bon, moi peut-être c'est un début de... S'il y a des gens qui
peuvent continuer cette recherche parce que c'est tout juste passionnant, quoi. Ouais. Exactement. Donc, pour passer brièvement à la deuxième partie de notre titre, c'est la société civile en action, donc notamment pour sauver ce patrimoine. C'est ce qu'on fait d'abord, ce que vous faites dans l'association Torat. Donc, le cas de l'immeuble Fraisse Ah. qui a été sauvé. Donc, c'est l'immeuble Ça, Art c'est un déco. miracle. Ouais. Donc, Oui. c'était comment ce process de sauver cet immeuble d'Art déco un peu. Ben nous, depuis qu'on... Donc, vous savez, on est très jeunes. Hein. On a 2 ans et demi pratiquement de vie. Et pour moi, personnellement, le meilleur moyen de sauver aujourd'hui le patrimoine, c'est de l'inscrire. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et on sait qu'à Marrakech, bon, déjà, c'était difficile de faire reconnaître le patrimoine moderne comme un patrimoine national. Oui. Ouais. On a souvent lié à la colonisation, alors qu'en fait, c'était d'une richesse tellement forte en architecture et une architecture spécifique au Maroc. Aguilis. Il y avait l'utilisation des matériaux locaux, des techniques traditionnelles, de l'artisanat, etc. Et ça a fait fureur pendant le début du siècle, où même il y avait des pays européens qui voulaient connaître donc ces techniques assez intéressantes qu'ils ont eues au Maroc. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de faire reconnaître ce patrimoine comme un patrimoine national. Bon, ça commence à peine, c'est très difficile. Mais moi, personnellement, je me dis, il faut inscrire. Oui. Parce que le meilleur moyen, c'est pour ne pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers. Je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent sur le Guélise, alors qu'il y a tellement d'espace. Je pense que c'est une Alors, question. je voulais sauter sur votre déclaration après cette victoire. Donc, je cite, « D'autres trésors sont encore en danger, menacés par l'indifférence, la négligence ou les projets immobiliers. » Donc, concrètement, comment chacun d'entre nous, même les jeunes architectes, pourrait participer à cette sauvegarde de patrimoine riche et contre la destruction, la démolition? Ben, les jeunes architectes, déjà, s'ils peuvent ne pas mettre la main dans la main avec les promoteurs, ça serait extraordinaire. Un promoteur veut faire un projet, démolir un patrimoine, il ne trouve pas d'architecte. Personne ne veut travailler, ça serait magnifique. C'est beaucoup d'éthique, vraiment. Et, ouais. Moi, les jeunes architectes peuvent rejoindre notre association. On est déjà une quinzaine d'architectes et tous des passionnés. On fait un travail vraiment bénévole. On est passionnés, on voudrait vraiment protéger le patrimoine. Et s'il y a des jeunes architectes qui veulent nous rejoindre, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Est-ce que vous pouvez dire comment les étapes peut-être pour rejoindre votre association? C'est très facile, il faut nous écrire et puis il y a une petite commission et puis c'est vraiment rapide. On essaiera d'inclure les liens de aujourd'hui, votre Instagram vraiment, on est très, très aidés par des jeunes architectes, par des étudiants en architecture qui sont toujours avec nous, main dans la main. On a pratiquement une centaine d'étudiants qui sont devenus des guides l'année dernière. Des guides du patrimoine qui font des visites bénévoles. Et aujourd'hui, on sent que les jeunes, ils ont vraiment... Ils bouillonnent vraiment. Ouais. Et nous, on est prêts à les accueillir, à les encadrer, à travailler ensemble. Moi, je pense plus on fait de la sensibilisation, plus on est nombreux, plus on peut porter notre voix et faire des succès comme celui de l'immeuble Fraisse. C'était vraiment un grand succès parce que c'est un immeuble qui devait se faire en R+5 et qui aujourd'hui est sauvé. Et si on pouvait continuer, et d'ailleurs on continue à déposer des immeubles pour être inscrits et on continue cette bataille sur Marrakech qui est très difficile pour les Guélis. C'est vraiment génial, oui, exactement. Notamment maintenant avec les
quand vous venez de citer les promoteurs immobiliers et tout ça, Ah ça oui, devient... ça charme, ça charme. Bien sûr, ouais. Parce que c'est un produit très demandé, que ce soit les Ouais. bureaux, les petits appartements. Et ils sont vraiment à l'affût du terrain. Ils peuvent massacrer tout ce qui bouge. Donc, comme à l'accoutumée pour nos épisodes, ce qu'on fait avant de clôturer, c'est demander à l'invité, à part bien sûr les 3 ouvrages qu'il ne faut pas rater, La qu'est-ce qu'on trilogie, la pourrait fameuse. lire ou bien sur quelles sont les sources d'informations qu'on pourrait suivre pour pouvoir être plus sensibilisé à l'importance du patrimoine, que ce soit d'une manière pour le Maroc spécifiquement ou d'une manière générale. Et Quels aussi, si vous pouvez nous citer les événements ou s'il y a des conférences, Oui, s'il y a des des événements dates. qui viennent et des dates, Mm. peut-être pour nos auditeurs. Mais il y a déjà les journées du patrimoine Mhm, qui vont se dérouler du 22 au 25 mai mhm. avec des visites guidées et pas n'importe quelle visite guidée parce Bien qu'on cherche toujours à parler mieux du patrimoine. Oui. Et donc avec nos recherches, parce qu'il y a beaucoup d'architectes avec nous, des historiens, et on cherche à parler mieux, c'est-à-dire toujours pousser le plus possible la recherche pour parler mieux. Et d'ailleurs, on vient de signer un partenariat avec les guides de Mhm. Marrakech. Et ça, c'est pour un peu peut-être les former à ce qu'ils parlent mieux donc, du patrimoine et qu'eux aussi nous amènent leur expérience. Peut-être qu'à force de pratiquer tout ça, ils savent des choses. Et donc, on a signé récemment un partenariat avec eux Excellent. pour pouvoir parler mieux de notre patrimoine à Marrakech déjà. Et voilà, donc dans ces journées, il n'y a pas que les visites. Il va y avoir des conférences, on fait énormément de conférences. Et d'ailleurs, on va faire une conférence sur ce qui s'est fait à Venise, le pavillon du Maroc, Mhm. puisque 2 de nos membres d'association, c'est eux qui ont eu le prix. Exactement. Excellent. C'est Khalil Mourad-Rilani Mhm. avec Mehdi Beliassine. Et donc, ils ont fait travailler avec une dame extraordinaire, c'est Soumia Jalel, qui a vraiment fait un peu le lien entre le fil et la terre, Mhm. entre le tissu et la terre. Et ça a donné juste des choses magnifiques dans le pavillon du Maroc. Et on va faire une conférence justement sur cet habitat vernaculaire. Et on va faire d'autres conférences sur l'eau, les jardins. Il y a énormément. Donc, on a un Instagram de Torah où on poste régulièrement tous nos activités. événements, et voilà. Donc, À ne pas rater. à ne pas rater, c'est gratuit. Gratuit en plus. Parfait. Voilà. Ainsi que la trilogie. Ah, On peut trouver... la trilogie, oui. Il y aura une continuité, c'est ce que vous venez de nous dire. Et surtout du livre de Mansour Tebessa. Oui, parce que je travaillais sur la Casbah qui était au début Al-Mouhed, qui est devenue saadienne. Et c'est en travaillant la Casbah que j'ai découvert le texte de Shtali, Ouais. et qu'on l'a étudié. Je me suis dit, tiens, il faut l'offrir au public parce que c'est juste des Incroyable. choses incroyables qu'on a découvertes. Et Parfait. voilà. Eh bien, écoutez, madame, Eh on n'a pas envie de finir cet épisode. Et du coup, vous nous avez donné envie de lire. de sauter les Bien livres sûr. maintenant. Si seulement tout le monde parlait du patrimoine de cette façon. Les livres, je me suis aperçue qu'en Oui. fait, ces beaux livres coûtent de l'argent. Peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas Bien sûr. Ouais. se permettre d'acheter. Et donc, dans le site de la maison d'édition, qui s'appelle Idées Territoire, Mhm. ils ont mis en e-book Oui. avec des prix vraiment très, très bas. Parfait, il y a la Et version ça, e-book. Voilà, c'est pour Plus accessible. vraiment les pour étudiants, rendre ouais. l'ouvrage accessible à tout le monde. Il y a même le miracle de l'eau que la maison a fait descendre à 100 dirhams Mhm. parce qu'elle a voulu vraiment Qu'il soit accessible. qu'il soit accessible au public.
Et le dernier ouvrage que je sors est beaucoup moins cher parce qu'on s'est dit, ça c'est important, il ne C'est faut important pas Qu'il soit- sortir des choses très chères que les gens ne peuvent pas acheter. Tout ça, donc on a fait vraiment des efforts pour C'est être vraiment plus sympa de votre accessible au public. C'est très Vous sympa. n'avez plus d'excuses. maintenant. Ça y est, plus d'excuses. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre épisode avec Madame Souad. Je vous invite, on vous invite tous à lire la trilogie et à découvrir donc les énigmes de notre Les patrimoine. énigmes. Merci beaucoup, merci Madame Souad. Merci. Merci Merci Ismaël. à vous Merci à aussi. vous. Merci, bien vraiment. sûr. Merci, c'était un plaisir. Merci À la prochaine. également. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Merci.